إخوان الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي في يوتيوب. من بعد ما شفنا le chapitre numéro 2 concernant la géodynamie externe, maintenant je vais traiter quelques exercices sous forme de QCM qui ont en relation avec ce module-là. Je vais commencer par l'exercice numéro 1. L'érosion, c'est le processus de dégradation et de la transformation du relief, et donc des roches, qui est causé par tout agent externe d'autre que la tectonique des plaques. Lorsqu'on parle de la tectonique des plaques, on parle de la géologie interne. L'érosion agit à différents rythmes et sur plusieurs dizaines de millions d'années. Araser des montagnes, creuser des vallées, faire reculer des falaises. On va voir les questions qui sont... mais tout d'abord, on va voir ce diagramme-là de Jules Strom qui représente les domaines ou bien les processus sur la surface de la Terre qui peuvent être réalisés en fonction de deux paramètres. Premièrement, c'est le diamètre des grains et la vitesse du courant du fluide en centimètres par seconde. Donc, on vous voyez ici ce qu'on a ici dans le domaine numéro 1. Les particules peuvent subir soit l'érosion ou bien le transport. Ici, c'est uniquement le transport en fonction toujours de la vitesse du courant et le diamètre des grains. Et lorsque la vitesse elle diminue, ou bien que le diamètre des grains est devenu de plus en plus important, on aura la sédimentation. Donc, concernant la question numéro 1, les particules de 0,01 mm sédimentant avec un courant à la vitesse de 10 cm par seconde, nécessitant une vitesse de courant supérieure à 100 cm par seconde pour être érodée, ou bien subir le processus de l'érosion, nécessite une vitesse du courant supérieure à 1 cm par seconde pour être sédimentée. Donc ici, l'extiraح صحيح c'est que les particules sédimentant avec un courant de vitesse de 10 cm par seconde d'après le diagramme de Jules Strom. On va voir maintenant la question numéro 2. Donc, le transport et la sédimentation des particules dépendent uniquement de la vitesse du courant, de la dimension de cette particule et de la vitesse du courant, uniquement de la dimension de cette particule. Donc, ils dépendent premièrement de la dimension du particule, mais aussi la vitesse du courant du fluide, que ce soit l'eau ou bien l'air, est un autre facteur très essentiel pour que le transport se réalise. On passe maintenant à la question numéro 3. Donc, les particules de 0,1 mm est transportées par un courant à la vitesse de 10 cm par seconde, sédimentant quelle que soit la vitesse du courant, est transporté par un courant de la vitesse de 0,2 cm. Donc, l'extiraح صحيح هنايا هو A, toujours en relation avec le diagramme de Jules Strom. On va voir maintenant un autre exercice toujours avec le cycle des roches sédimentaires. Donc, on recherche dans des différentes structures de la chaîne alpine des éléments qui permettent de comprendre sa formation. Donc, les résultats des études sismiques effectuées dans les Alpes sont regroupés dans la coupe schématique ci-dessus. Donc, voilà une coupe schématique interprétée des Alpes. Ici, cette coupe-là, elle est située entre le nord-ouest de la France et le sud-est de l'Italie. Et comme vous voyez ici, c'est qu'on a toujours des forces de compression de part et d'autre de la coupe géologique. Vous voyez ici, on a des sédiments qui sont plissés et charriés. La coupe géologique représente aussi des composés ophiolitiques à la surface et des blocs balculés recouverts du sédiment. Et on a aussi des sédiments d'érosion datés de
35 à 5,5 millions d'années. Donc, je vais aller vers les questions qui ont associé cette figure-là. Donc, l'étudiant d'érosion, pastille 5 du document, représente sur la coupe montre que la disparition du relief déjà débuté il y a moins 35 millions d'années, que la disparition du relief a cessé dès moins 5,3 millions d'années, que la disparition du relief cesse dès moins 35 millions d'années, que la disparition du relief a débuté il y a moins 5,3 millions d'années. La suggestion exacte, c'est A. On va voir la question numéro 2. Donc, la croûte continentale, pastille 1 du document, est fracturée. Donc, les différents compartiments se sont déplacés les unes par rapport aux autres selon un mouvement le long d'une faille normale associée à une distension, ou bien elle est associée à une compression, ou bien un mouvement le long d'un faille qui est inverse associé à une distension, ou bien à une compression. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو B, c'est qu'il s'agit d'un mouvement le long d'une faille qui est normale associée à une compression. Et pour la question numéro 3, donc l'isophiolite, pastille 3 du document, sont des traces de lithosphère continentale formées au préalable dans un contexte de convergence, ou bien ils sont formés dans un contexte de divergence, ou bien ce sont des traces d'une lithosphère océanique formée au préalable soit dans un contexte de convergence, ou bien dans un contexte de divergence. Donc ce sont des traces d'une lithosphère océanique formée au préalable dans un contexte de convergence. On passe maintenant à la question numéro 4, toujours avec la coupe géologique de part et d'autre de la France et de l'Italie, au niveau des chaînes alpines. Les blocs basculés, pastille 4 du document, associés à des sédiments prouvant la présence, avant la formation de la chaîne de montagne, d'une ancienne marge active associée à une convergence, ou bien elle est associée à une divergence, ou bien d'une ancienne marge qui est active associée à une divergence, ou bien à une convergence. Donc, l'extérieur c'est que il prouvant d'une ancienne marge passive associée à une convergence. Donc, on va voir maintenant la question numéro 5. Donc, l'épaississement de la croûte continentale, pastille 2 du document, est lié à la disparition d'une racine cruciale et d'un relief constitué de sédiments non déformés, ou bien il est constitué de sédiments plissés charriés, ou bien la formation d'une racine cruciale et d'un relief constitué de sédiments non déformés, ou bien il est constitué de sédiments plissés et charriés. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو D. Donc, puisqu'il est associé à la formation d'une racine cruciale et d'un relief constitué de sédiments plissés et charriés. On va voir maintenant un autre exercice, toujours avec le cycle des roches sédimentaires. Les combustibles fossiles sont riches en carbone sous les formes d'hydrocarbures et sont issus de la méthanisation d'êtres biologiques en décomposition et enfouis dans le sol depuis plusieurs millions d'années. Donc, ce sont des énergies qui ne sont donc pas renouvelables, par contre à l'énergie solaire et éolienne qui sont renouvelables, car leur reconstitution naturelle demande beaucoup de temps pour être reformés et parce qu'ils sont utilisés plus vite que le temps nécessaire pour la recréation des autres réserves. Donc voilà cette figure qui représente la transformation de la matière organique. Ici, à la surface de la Terre, on a la matière organique qui est constituée des atomes de carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Donc après la dégradation biochimique, on aura l'émission de l'oxyde de l'azote et la formation des kérogènes
qui sont plus particulièrement composés des atomes de carbone et de l'hydrogène. Donc, ces composés-là, ils subissent par la suite des pyrolyses pour donner des résidus qui sont riches en atomes de carbone, mais on a un peu d'oxygène toujours. Donc, le diagramme représente aussi le domaine de la formation de pétrole. Elle est légèrement entre 2 km et 3 km. Et la formation peut atteindre jusqu'à 40% à partir de la matière organique, alors que les gaz, ou bien ce qu'on appelle les gaz naturels, ils sont formés dans des profondeurs plus importantes, soit d'environ 3 km et 4 km, et la formation peut atteindre jusqu'à environ 75%. Donc, on va voir les questions qui ont associé à ces données-là de l'exercice numéro 3. Donc, la transformation de la matière organique en combustible fossile nécessite une augmentation de la température en surface, ou bien une augmentation de la pression seulement, ou bien une augmentation de la température seulement, ou bien un enfouissement rapide en absence de dioxygène, c'est-à-dire en condition d'anaérobie. Donc, c'est la suggestion exacte, c'est que pour que la matière organique se transforme en combustible fossile, il est nécessaire d'avoir un enfouissement rapide en absence de dioxygène. Et pour la question numéro 2, donc la formation du combustible fossile se réalisait dans une zone de forte productivité primaire, où la biomasse résultant de la productivité primaire en conserve, où la biomasse résulte de la productivité primaire est totalement dégradée par les décomposeurs, ou bien lorsque la productivité primaire est faible, que la dégradation de la matière organique. Donc, هنايا الاختراع الصحيح هو A, c'est que la formation des combustibles fossiles se réalise dans une zone de forte productivité. وهنايا نقول لكم غير واحد الملاحظة بسيطة بالنسبة لهاد لي كيستيون سو فورم كيو سي ام، راه ممكن تلقاو هاد لي كيستيون في l'examen de fin de module, ou bien des autres questions, des autres exercices qui sont similaires à ces exercices-là. Donc, أنا كندير هاد les exercices-là pour faciliter la tâche et pour avoir un premier contact avec des questions sous forme. Pour la question numéro 3, on appelle gisement de combustible fossile un endroit où on découvre une quantité importante et exploitable économiquement de combustible. Donc, ça se voit bien que c'est la bonne réponse. Donc, pour la question 3, c'est A qui est vrai. Et on passe maintenant à la question numéro 4. Donc, la combustion de charbon et de pétrole restituée rapidement dans l'atmosphère de dioxygène ou bien de dioxyde de carbone, de diazote ou bien du méthane. Donc, الاختراع الصحيح هنايا هو B, ce qu'il engendre l'émission de dioxyde de carbone. Donc, on va voir la question numéro 5. Donc, le gisement du combustible fossile exploitable sont recherchés dans des îles volcaniques, des bassins sédimentaires actuels, ou bien qui sont anciennes, ou bien les massifs montagneux. Donc, on recherche toujours dans les bassins sédimentaires qui ont un passé géologique très important. Et on passe maintenant à un autre exercice, toujours avec le module de la géodynamique externe, mais maintenant on va voir la rotation, bien qu'il y ait une notion concernant la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, la répartition du climat selon la latitude n'est pas constante sur l'année. Donc, c'est le phénomène diffusion.
les 4 saisons qu'on connaît tous. Donc, au cours de l'année, la rotation de la Terre autour du Soleil modifie sa position par rapport à celui-ci selon une trajectoire elliptique. Donc, par ailleurs, l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique et l'on résulte que pour une même région, l'angle d'incidence du rayonnement solaire sur cette surface variait en fonction de la position de la Terre au cours de sa révolution autour du Soleil. Dans ces positions extrêmes, la Terre présente alternativement son hémisphère nord, puis son hémisphère sud au Soleil. Donc, la durée d'éclairement et donc d'échauffement variait ainsi pour une même région au cours du trajet de la Terre ou bien de la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc voilà la figure qui représente la rotation de la Terre autour du Soleil. Comme vous voyez ici, c'est que durant le mois de septembre, on aura soit l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord et l'équinoxe du printemps dans l'hémisphère sud. Et voilà, en décembre, on aura l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud. Mais durant le mois du mars, on aura l'équinoxe du printemps dans l'hémisphère nord et l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère sud. Alors que durant le mois de juin, c'est l'été, on aura un été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Mais ça n'est pas toujours constant puisque on aura du changement climatique et surtout dans nos jours. Donc, pour les questions, pour la question numéro 1, sur la Terre, de l'équateur au pôle, il y a une égale durée des saisons. Ceci est dû à une sphéricité de la Terre, de la même qualité d'énergie solaire frappant la surface terrestre en tout point. Une inégale répartition de l'énergie solaire due à l'angle d'incidence du rayon sur la surface, d'une inégale durée de saison, ceci dû à la sphérisité de la Terre. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو C. غنشوفوا دابا la question numéro 2. Donc, les saisons sont présentes sur toute la planète, les planètes telluriques. Tout d'abord, on a deux types de planètes dans le système solaire. On a des planètes dites telluriques et des autres planètes gazeuses. Donc, ou bien sont la conséquence d'un globe terrestre incliné sur son axe de rotation, s'expliquant par la distance entre le Soleil et notre Terre, sont la conséquence de la sphérisité du globe terrestre. Donc, c'est que les saisons sont la conséquence d'un globe terrestre incliné sur son axe de rotation. Pour la question 3, les gaz à effet de serre sont principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane sur la Terre. Donc, c'est vrai. Donc, la suggestion A, c'est celui qui est juste. Et on passe maintenant à la question numéro 4. Donc, en hiver, dans l'hémisphère nord, les jours sont plus courts que les nuits, plus longs que les nuits, plus long que les nuits car la Terre est en rotation sur un axe incliné, plus long que les nuits car la Terre est une sphère en rotation sur son axe. Donc, الاقتراح الصحيح هنا c'est que ils sont plus courts que les nuits. بالنسبة la question numéro 5, donc l'effet de serre sur la Terre est très important car l'atmosphère terrestre contient énormément de dioxyde de carbone, ou bien elle résulte de la présence dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui réfléchissent l'énergie solaire vers la surface, mais c'est pas du soleil, c'est vers la surface de la Terre, et c'est vrai, donc la suggestion exacte c'est B. Et on passe maintenant à un autre exercice, toujours avec le module de la géodynamique externe. On va voir maintenant la transformation de l'atmosphère.
sous forme d'un exercice, c'est l'exercice numéro 5. Donc, l'atmosphère initiale de la Terre était différente de l'atmosphère actuelle. Sa transformation est la conséquence notamment du développement de la vie sur Terre. Donc, l'histoire de cette transformation se trouve inscrite dans les roches, en particulier celles qui sont sédimentaires. Donc, les roches sédimentaires, ils ont un rôle géologique très important. Et donc, voilà cette figure qui représente l'évolution du taux de dioxyde de carbone et de l'oxygène au cours du temps géologique en unité arbitraire. C'est comme vous voyez ici, c'est que avant 4,5 milliards d'années, on a l'atmosphère, elle est très riche en dioxyde de carbone, mais le dioxygène, elle est nulle. Et de temps en temps, on a la chute ou bien la diminution de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et vers moins 2,4 milliards d'années, on a l'apparition de dioxygène sur l'atmosphère terrestre et ne cesse de s'accentuer en fonction du temps jusqu'à maintenant, bien jusqu'à le temps géologique actuel. Donc, depuis sa formation, la Terre est connue une très forte chute de taux de dioxyde de carbone atmosphérique qui est se trouvé piégé dans les roches calcaires. Ce sont des roches sédimentaires avant même l'apparition de la vie, précipitation du carbonate chimique. Sans cette capture de CO2, certains chercheurs estiment qu'il ferait nettement plus de 200 degrés Celsius sur Terre à l'heure actuelle. Et le dioxygène, quant à lui, est apparu bien plus tard et contribué à l'explosion des formes de vie sur le globe terrestre. Donc, on va voir maintenant les questions. Pour la question numéro 1, quelle était la composition de l'atmosphère terrestre lors de sa formation il y a environ moins 4,5 milliards d'années. Donc, c'est facile. Donc, la composition de l'atmosphère terrestre était en unité arbitraire, 100 000 de dioxyde de carbone et 0 de dioxygène. Donc, la suggestion juste, c'est C. On passe maintenant à la question numéro 2. On peut dire que la formation des roches calcaires ont été un des facteurs contribuant et rendant la vie possible sur Terre car, lors de sa formation, les calcaires a déclenché la formation de l'ADN, une des molécules fondamentales du vivant, ou bien lors de sa formation, les calcaires a dégagé de dioxygène, rendant ainsi l'atmosphère respirable pour les êtres vivants en général, ou bien les calcaires a piégé tout le diazote, gaz hautement toxique, ainsi la vie a pu se développer sur la Terre. Donc, comme vous voyez ici, c'est que toutes ces suggestions sont fausses. Et la suggestion exacte, c'est que lors de sa formation, les calcaires a piégé la quasi-totalité de dioxyde du carbone. Donc, l'effet de serre a considérablement diminué et la température est devenue compatible avec la vie. Pour la question numéro 3, on peut expliquer l'apparition de dioxygène. Il y a peu plus de moins 3,1 milliards d'années, car il y a un peu moins de 2,4 milliards d'années, les cellules possédant un noyau ont commencé à produire du dioxygène, ou bien car il y a un peu plus de 3,1 milliards d'années, la photosynthèse a produit le dioxygène, car la formation du calcaire est responsable de dégazage de dioxygène, ou bien car sans CO2, les êtres humains
n'existerait pas. Donc, c'est vrai, mais concernant notre question, car il y a un peu plus de 3,1 milliards d'années, la photosynthèse a produit de dioxygène. Donc, pour la question numéro 4, le dioxygène de l'atmosphère terrestre est rejeté lors de la respiration des êtres vivants et principalement en origine biologique, a été présenté dès la formation de la Terre, a vu sa proportion dans l'atmosphère globalement qui est diminuée. Donc, la suggestion exacte, c'est B. On va voir maintenant la question numéro 5. Donc, la composition de l'atmosphère terrestre a évolué de plus en origine et on peut affirmer que la concentration de dioxyde de carbone a augmenté alors que celle de dioxygène a diminué. Donc, c'est le contraire. D'après la représentation graphique de l'évolution de la quantité ou bien de taux de ces deux gaz dans l'atmosphère. La concentration de diazote a diminué alors que celle de dioxygène a augmenté. La concentration de diazote a diminué alors que celle de dioxyde de carbone a augmenté. Ou bien la concentration de dioxyde de carbone a diminué alors que celle de dioxygène a augmenté. Donc la suggestion c'est D. C'est que la concentration de dioxyde de carbone a diminué alors que celle de dioxygène elle a augmenté en fonction du temps.